Merci, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis d'autant plus ravi que j'ai été bloqué en 2019 dans un train. Le futur est souvent invraisemblable. C'est une petite démonstration maison. Je vous remercie d'avoir fait ce long voyage dans le temps. J'ai vraiment eu l'impression de mettre 65 ans pour arriver. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage et je vous propose de le poursuivre, ce voyage dans le temps, par un petit voyage dans l'espace, puisque de façon assez contre-intuitive, quand on voyage dans l'espace, et en particulier et qu'on essaye d'apprendre à vivre sur une autre planète, c'est un des meilleurs vecteurs du bénéfice pour la vie soutenable sur Terre. J'espère vous placer dans cette perspective à méditer. Et donc je commencerai ce voyage que je vous propose de faire ensemble par une plongée intérieure finalement, puisque tout mouvement d'exploration, c'est aussi commencer par s'interroger sur ses motivations profondes, intrinsèques. Je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent ici le diagramme Venn du purpose. Et là, on va emprunter au japonais le concept d'ikigai qui permet de réfléchir justement à ce qui nous fait vibrer et ce qui nous permet d'entreprendre notre vie à plusieurs. C'est un peu le Madikigai de la Madikinote aujourd'hui. Et vous voyez, 4 cercles, c'est un peu l'accord avec le bien-être qui est la thématique, puisque le bien-être, c'est l'alignement. C'est être aligné en particulier sur ces 4 cercles que vous retrouvez là. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, dans quoi je pense que je suis compétent, dans quoi je pourrais m'employer. Et puis aussi à mon échelle, comment un petit peu je peux contribuer, si on veut rajouter du sens à tout ça, au monde, aux besoins en fait du monde, de sa vision du monde, puisque on a tous des prismes assez différents, qu'on a tout intérêt à composer. Le thème d'aujourd'hui, c'est le futur se construit aujourd'hui. C'est exactement ça. Le futur est invraisemblable, encore une fois, et on le co-crée ensemble dès à présent. Donc au centre de tout ça, de façon très alignée, vous avez ce fameux Ikigai. Alors en m'interrogeant sur ce qui pouvait me conduire à quelque chose d'aussi farfelu que la problématique des missions habitées vers Mars, il a fallu que je réfléchisse et que je me rappelle ce petit bonhomme de 4 ans là, qui est dans un T-33 et qui déjà veut être astronaute. C'est pas raisonnable d'être astronaute. De voyager dans l'espace, 568 personnes l'ont fait, seulement 10% de femmes, il n'y a pas d'école pour être astronaute, c'est hautement improbable. Et pourtant, à l'âge adulte, ça continue à me faire vibrer, donc ça voulait bien dire quelque chose. Et une des pistes, c'est que finalement, la complexité du monde qui est en train de s'ouvrir, pour pouvoir surfer sur cette complexité-là, il faut probablement, il y a un concept qui est très important, qui est la reliance. C'est à la fois la confiance, l'interconnexion, et le sens, c'est Edgar Morin qui parle de reliance. Et je vous propose de relier aussi cette ligne temporelle qui est la nôtre, puisque cette part de nous-mêmes, l'enfant intérieur qu'on a tous en chacun de nous, c'est cette part ouverte sur le monde, curieux, pluripotente. Et puis on a tendance à l'éteindre un petit peu à l'âge adulte. Alors c'est pourtant un des meilleurs pilotes de notre vaisseau intérieur. Il risque bien par contre de faire n'importe quoi s'il n'a pas un super copilote qui est sur notre ligne temporelle aussi, qui est peut-être la part future de nous-mêmes, le sage, qu'il faut essayer de laisser grandir, parce qu'à l'âge adulte, ce qui peut encore grandir, c'est probablement cette sagesse qui vous apprend à dépasser un peu les paradoxes ou les contre-intuitions dont on parlait tout à l'heure. Et puis une fois que vous avez programmé votre Ikigai, finalement, vous avez compris votre Ikigai, j'ai l'impression, moi, qu'il est autour de Mars, puis ça convoque un peu toutes mes passions pour l'humain, pour la science, pour l'exploration, pour la découverte, pour le défi. Une fois que ou que vous croyez reconnaître l'ikigai, les Japonais passent leur vie quelquefois à le chercher, c'est le chemin qui est intéressant. Une fois que vous l'avez programmé, quelles que soient les synchronisations, les updates, les détours, les échecs c'est une belle opportunité pour apprendre, vous avancez tranquillement en confiance. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez là, Elon Musk et son petit groupe, ça doit rappeler à certains des startups, c'est dès 2002. On le prenait pour un fou, il avait quelques réussites entrepreneuriales, mais penser à ce moment-là qu'une entité purement privée pourrait développer un savoir-faire qu'on ne voyait que dans des agences gouvernementales en coopération internationale, ça paraissait complètement fou. Quand vous vouliez à ce moment-là travailler pour SpaceX,
vous signez clairement, je ne sais pas si c'est son ikigai en fait, de permettre à l'humanité de devenir multiplanétaire. C'est ce qui suggère en tout cas. Et quand vous travaillez pour SpaceX, vous signez clairement pour contribuer à faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Alors on pourrait débattre longtemps de l'importance de cette grande ambition-là, mais c'est ce qu'il veut faire. Et ce qui est intéressant chez Elon Musk, finalement, c'est que c'est un ingénieur entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a une approche, et là on voit encore quelques contradictions converger, il a cette approche naïve, d'abord, table rase, puisqu'il faut se méfier de l'expertise. L'expertise, vous êtes très compétent, mais vous vous formatez, puis vous voyez plus forcément des angles de vue que seuls les naïfs arrivent encore à voir. Donc il se dit, la première chose pour réduire le coût de l'accès à l'espace, c'est de réutiliser l'ensemble du lanceur et tous les étages. Et les experts sourient, ils disent « n'importe quoi, on a essayé de faire ça à la fin des années 70-80 avec la navette spatiale, c'est une réussite partielle, en tout cas c'est un échec important en ce qui concerne la réutilisabilité qui était l'objectif premier. » On sait qu'il a réussi. Ça s'est joué à un fil. En 2008, il a été sauvé par un contrat avec la NASA. Il était à 2 doigts d'échouer, il a réussi. Et aujourd'hui, c'est le principal, avec d'autres, sous-traitant de la NASA, qui est de plus en plus sur un modèle hybride. Les agences gouvernementales sont de plus en plus sur un modèle hybride pour les missions cargo. Et cette année, des missions habitées. Vous avez dû voir ça pour ceux qui s'intéressent à l'espace. Voilà. Et on n'aurait pas forcément parié sur cette petite start-up et ses mariachis en 2002. Cela dit, c'est encore pareil, il faut combiner des choses. C'est-à-dire, si vous vous contentez d'une approche naïve et que vous ne vous donnez pas les moyens d'atteindre le niveau d'expertise requis, vous n'allez pas forcément aller très loin, et c'est ce qu'il a fait. Il a potassé 600 bouquins de rocket science, il s'est hissé au niveau d'ingénieur aérospatial, puisque lui, c'est ce qui clairement l'intéresse. C'est l'ingénierie à développer pour sa grande navette interplanétaire. Voici un petit peu son idée. Vous avez une navette, vous avez juste un étage, et un lanceur, un booster qu'on récupère, et une navette immense, colossale, la plus grosse qui ait jamais été construite, qu'il est en train de préparer là, cette année pour un vol suborbital, qui s'appelle le Big Fucking Rocket. Il vient de la rebaptiser Starship, très inspiré d'ailleurs de Tintin et d'H2G2 pour les space geeks ou les passionnés de science-fiction. 100 personnes à la fois, entre la Terre et Mars. Il a toujours fait ce qu'il avait annoncé, Elon Musk. Il s'est quelquefois trompé dans la timeline, mais c'est pas très grave, puisque ça, il annonce cette vision-là. Il annonce les premières missions habitées vers Mars avec cette navette d'ici 10 ans. Et il veut réunir en fait ces deux cercles qui aujourd'hui ne sont pas du tout convergents et congruents, qui est ceux qui peuvent acheter un ticket pour Mars et ceux qui veulent le faire. Et il se dit que pour développer une civilisation interplanétaire, il faut donc réduire l'accès à l'espace et il faut faire converger ce cercle. Et il a des tas d'astuces dans son programme, dont évidemment la réutilisabilité qu'il a déjà prouvé et qui est aussi l'orientation et la stratégie de Jeff Bezos avec Blue Origin. Alors, cette courbe-là, c'est pour nous rappeler que la pensée humaine, on est pétri de biais cognitifs dans nos décisions, et on a en tout cas tendance à voir le monde de façon très linéaire. Et alors ceux qui s'intéressent à la technologie, évidemment, savent que la technologie, elle évolue pas de façon univoque. Quand on avance, on a de nouvelles questions. C'est pas un progrès naïf. Simplement, elle avance de façon exponentielle. Et qu'on est quelque part sur cette courbe-là. On peut être déçu par la technologie quand elle apparaît, et puis ensuite être déjà trop tard. Il faut être au bon endroit au bon moment, évidemment, quand, ça y est, on a passé le point d'inflexion et qu'on est sur cette accélération technologique que certains sont capables d'entrevoir, mais que trop peu ne s'autorisent pas à anticiper ou à capter les signaux faibles. Et en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Premier avantage énorme, c'est le fameux moonshot, le Massive Transformative Purpose de la Silicon Valley, qui est que voilà, je m'attaque à un problème majeur, très important, comment je peux contribuer à changer un petit peu le monde. Ensuite, j'envisage une solution assez radicale, contre-intuitive, parce que les bonnes idées qui sont des bonnes idées, tout le monde les a, et c'est la compétition. L'océan bleu, c'est plutôt la mauvaise idée qui est une bonne idée. Voilà, mais on peut facilement se tromper en pensant que sa mauvaise idée est une bonne idée, c'en est vraiment une très mauvaise. Et donc vous avez ces solutions qui
qui apparaissent à première vue radicales et qui peuvent mettre longtemps avant d'être adoptés. En général, ceux qui sont au bon moment, c'est ceux qui ont anticipé ça. Et puis ensuite, utiliser la caractéristique exponentielle de la technologie pour transcender ces problèmes et apporter cette fameuse disruption. Ok, le seul problème de tout ça, c'est ce qui contribue à cette dérive aussi, qui est peut-être la dérive transhumaniste, qui est de se dire, c'est une philosophie très matérialiste, en fait, au sens philosophique du terme, qui est que de la complexité émergent de nouvelles propriétés, d'accord ? Et que, par exemple, le paradigme des neurosciences aujourd'hui, c'est que la conscience, c'est un produit du cerveau, point, de par sa complexité, peut-être. Auquel cas, à ce moment-là, on pense à la singularité, hein, ce fameux temps où l'intelligence artificielle faible devient forte, puisqu'elle a conscience d'elle-même, et qui va nous mettre un petit peu d'avance, puisqu'elle a une trajectoire qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du cerveau humain. Ou alors, on s'autorise, pour ceux qui sont passionnés par l'informatique, à penser à l'incomplétude de Gödel, qui est qu'un système est toujours incomplet s'il ne va pas piocher une information en dehors du champ du système lui-même. Et peut-être que la conscience et le cerveau, c'est une machine à aller piocher cette information en dehors de l'espace-temps. Enfin, je vous laisse méditer ça. Quoi qu'il en soit, le transhumanisme, c'est cette vision de matérialisme philosophique doublée d'une résolution de l'angoisse existentielle. Le marshot, en fait, la courbe, la technologie qui vous permettra d'aller sur Mars, c'est pas du tout l'homme augmenté, c'est très très humain. C'est la caractéristique en fait humaine. Ça, c'est un peu ma vision de l'exponentielle de Madissin que je suis, qui est plutôt habitué à avoir des courbes sigmoïdes. On a l'impression que c'est exponentiel et puis il y a une saturation. Si on réfléchit à peut-être une capacité de l'être humain à aller choper une information en dehors de l'espace-temps, on peut se dire que finalement, on n'aura pas de singularité, et puis une saturation, une courbe sigmoïde. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses métaphoriques, et on s'aperçoit aussi, ça c'est les travaux de Kagan sur le développement en fait, de notre pensée, de notre personnalité, mais qu'on retrouve dans bien des secteurs. Vous savez, les révolutions paradigmatiques, c'est des sauts comme ça, c'est des bonds dans un futur complexe et invraisemblable. En fait, on a cet aspect en marche d'escalier, qu'on ne peut pas anticiper si on pense que le futur et la prospective, c'est faire une ligne, une continuité du présent entre A et B, et qu'on planifie en cochant des cases, on se trompe, on se trompera. Elle n'est pas là la clé, puisque le futur est très invraisemblable et en marche d'escalier. Et notre esprit aussi, on est 75% à être dans un esprit social, c'est-à-dire qu'on suit, on est passager du vaisseau. Ce qui compte pour nous, c'est en fait d'être bien noté, de se conformer aux normes, d'avoir une pensée qui est normée par notre culture, qui est formatée. Ensuite, en quelques-uns, 25% se retrouvent dans ce self-authoring mind qui est finalement je suis le pilote du vaisseau, je résous les problèmes, j'ai une individualité forte, j'ai une identité que je connais et je suis capable de prendre des décisions même si elle est à contre-courant de la société. Et puis, ensuite, 1% arrive, peut-être Gandhi, peut-être Mandela, arrive dans cet esprit qui s'auto-transforme en permanence, une dynamique, et qui est porteur de contradictions. Parce qu'on a tendance à penser le monde, voilà, si j'ai un trait qui est positif, le trait opposé, il est négatif. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans une personnalité, il y a des traits qui peuvent être opposés, il y a un continuum, il y a un spectre, et en fait, il ne faut pas apprendre à inhiber ce trait qu'on pense négatif, mais plutôt, il y a quelque chose qui est plus large que ça, qui englobe et qui émerge et qui permet de réconcilier ces deux contradictions. Donc là, il y a de multiples personnalités et on est sur un individu qui est individué, qui est plus prisonnier de l'ego finalement, qui peut se mettre au service de sa société parce qu'il a une dynamique comme ça de son identité, mais dont il a parfaitement conscience. Et c'est ce qui l'autorise justement à être souple et à s'adapter très vite à l'incertitude. Et il se remet tout le temps à jour. Et finalement, il ne pilote pas le vaisseau, il n'apprend pas à piloter, il pilote pour apprendre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. L'idée ici, c'est d'essayer de vous ouvrir une perspective un peu décentrée qui est celle que pour le développement soutenable sur Terre, le meilleur vecteur a toujours été l'exploration spatiale. C'est un des meilleurs investissements de l'humanité avec des tas de spin-offs attendus ou inattendus.
premièrement. Mais apprendre à vivre sur une autre planète, c'est clairement les enjeux clés attendus, puis il faut s'attendre à l'inattendu, du développement durable et soutenable. Les ressources énergétiques, l'optimisation de la gestion des ressources planétaires, le recyclage, tous les circuits, la télémédecine, qui a déjà des applications très concrètes en zone de catastrophe ou de désastre. Il y a tout un tas d'enjeux qu'on retrouve très très bien convoqués dans les problématiques des missions habitées vers Mars. Et finalement, ça va bien au-delà de tout ça, puisque l'espèce humaine, dont je vous parlais, une des caractéristiques de l'espèce humaine, finalement, c'est qu'on est très très immature à l'âge adulte. Et tant mieux, cette faiblesse, en apparence, nous a permis de construire une culture, de développer de la fiction et de développer la technologie. Sur Terre, vous ne pouvez pas survivre dans certains coins à certains moments, et pas simplement quand il neige à Paris, si vous n'avez pas un peu de technologie, le vêtement, l'habitat, etc., ou les moyens de vous chauffer. Et donc, bien sûr qu'on dépend, il y a plein de paradoxes dans tous les sens sur une mission habitée vers Mars, puisque c'est à la fois de l'exploration de la liberté, on fait de l'extraordinaire, mais c'est incroyablement ennuyeux et monotone, et on dépend de façon majeure du système support-vie. Donc ces contradictions, on ne peut les dépasser que si on s'autorise à grandir un petit peu et à avoir des personnalités arrivées à maturité. Et puis métaphoriquement, c'est aussi permettre à cette humanité de faire sa transition sur l'échelle de Kardashev, qui est celle de se décentrer un petit peu. Beaucoup des problématiques très très actuelles de notre société viennent et sont liées à l'illusion d'un monde fermé. Il n'y a qu'à lever la tête vers les étoiles pour voir qu'on n'est pas dans un monde fermé. Mais cette illusion du monde fermé, centré, auto-centré, conduit à la peur, au repli, à la compétition, au conflit. Alors qu'en fait, c'est ce que décrivent tous les astronautes quand ils voyagent dans l'espace et qu'ils voient la Terre. Ils avaient bien vu les images d'Apollo 8, mais quand ils voient la Terre de leurs propres yeux, c'est l'overview effect, et à la fois sa beauté, l'importance et l'urgence de la protection planétaire. C'est pas la planète qui est fragile, c'est l'humanité qui est sur cette fine couche à sa surface, l'humanité qui est inclue dans toutes les espèces en fait. On n'est pas une espèce à part. Il s'agit d'un projet qui est le projet des missions habitées vers Mars, il est forcément inclusif. Et donc cette prise de conscience-là, c'est une prise de conscience élargie, décentrée, qui permet de dépasser un petit peu cette tendance au repli qu'on peut tous avoir si on pense qu'on est dans un monde fermé. Et donc c'est très très important de s'ouvrir à cette perspective, et c'est ce que peut nous apporter, au-delà d'avancées très concrètes sur des spin-offs, et puis sur la sérendipité inattendue, c'est clairement ce qui vous permet d'avoir pas simplement une expérience de flow autotélique qui se suffit à elle-même, mais que vous ajoutez un supplément d'âme, un supplément de sens à ce que vous faites dans un futur très incertain et complexe. Si on revient sur la diapo des escaliers, en fait, la seule façon, c'est d'être aligné sur ce qui est notre ikigai collectif. C'est se sortir un petit peu, c'est d'être individué pour se sortir un peu, je sais pas, du développement personnel ou du simple ego et de faire quelque chose qui a plus de sens et qui est forcément collectif, l'équipage, et puis ensuite surfer sur ce qui arrive. La complexité, voilà, c'est Joël de René qui le décrit très bien, ce sont des vagues qu'il faut apprendre à surfer, c'est une question de timing, c'est une question d'ajustement, c'est une question de synchronisation. Quand vous avez votre destination programmée, sachant que c'est le chemin qui est intéressant, peu importe tous ces ajustements que vous avez à faire ou le nombre de fois que vous avez à vous relever, vous apprenez à surfer sur la vague, et c'est peut-être le conseil que je voudrais vous donner. Je vous avais promis de vous ramener un peu à notre présent et d'être présent à tous les temps. Voilà, c'est ce que je vous propose et ce que je voudrais vous suggérer comme méditation après cette longue journée de voyage dans le temps. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.